Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Sud Radio et de Public Sénat, avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale et auteur de La Révolution transhumaniste. On va en parler dans un instant. Luc Ferry, dans ce livre, vous expliquez comment la techno-médecine et l'ubérisation vont bouleverser le monde et nos habitudes de vie. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Est-ce que les gens ont des raisons d'être vraiment inquiets ? C'est marrant parce qu'en France, c'est toujours la question qu'on pose, c'est toujours la question des freins. L'autre jour, je parlais avec le patron de Google et il me disait c'est très frappant. Dès qu'on parle d'innovation en France, de nouvelles technologies, les Français pensent protection du citoyen, les Américains pensent service rendu aux consommateurs. Dès qu'on parle de nouvelles technologies, que ce soit d'Uber, d'Airbnb ou de technomédecine, ça y est, c'est Frankenstein, c'est l'horreur. Non, évidemment que ces progrès de la médecine sont absolument formidables. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de dangers. Les manipulations génétiques, l'ingénierie génétique, c'est toujours très dangereux. Et vous savez qu'aujourd'hui, une jeune Française, Emmanuelle Charpentier, avec une jeune Américaine, a découvert un sécateur d'ADN qui s'appelle le CRISPR-Cas9, peu importe le nom, mais qui permet de couper-coller l'ADN aussi facilement, pratiquement, qu'on coupe une phrase sur un traitement de texte. Donc ça ouvre des horizons à la manipulation génétique qui sont des horizons, évidemment, extrêmement inimaginable presque, parce qu'on pourra peut-être fabriquer de nouvelles espèces. Alors, bien sûr, on peut penser tout de suite en termes de danger, mais on peut aussi penser en termes de thérapeutique, en termes d'amélioration de la vie humaine, en termes de lutte contre la vieillesse. Et donc, ne commençons pas, en tout cas, par être inquiets, regardons de quoi il s'agit. Mais pour l'ubérisation de nos sociétés, par exemple, est-ce que ça rime pas avec capitalisme sauvage ? Oui, je suis totalement, dans mon livre, j'en parle longuement, je suis totalement hostile aux thèses de Jeremy Rifkin, qui prétend qu'on va vivre la fin de la propriété privée, la fin du travail, la fin du capitalisme et la fin de l'homo economicus. C'est une pure blague, c'est une imposture intellectuelle totale. Globalement, s'il y avait interrogation écrite à l'Assemblée nationale sur objets connectés, big data et nanotechnologie, je pense qu'on aurait des surprises. Donc je pense que nos politiques ne sont pas encore au niveau sur cette troisième révolution industrielle, parce que c'est de la troisième révolution industrielle. Qu'ils ne soient pas au niveau, parce qu'on pourrait dire qu'il suffirait de lire votre livre, on rentre dans une campagne présidentielle. Oui. Or, les discours des politiques et le discours des intellectuels, vous et d'autres, il y a un décalage complet. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'imagination ? Il y a un décalage complet, parce que si vous entendez le discours ambiant, c'est en gros république contre communautarisme, c'est laïcité contre théocratie. Tout ça est légitime, mais ce sont des débats du 19e siècle, peut-être même du 18e siècle en vérité. Le nouveau monde va changer complètement, je dirais, la relation au travail en France. Par exemple, est-ce que quand vous voyez les débats sur le code du travail en ce moment, est-ce que ça vous paraît délirant, est-ce que ça paraît pas être surréaliste, hors sujet pour vous ? C'est complètement hors sujet, parce que évidemment, une des conséquences de l'ubérisation du monde, c'est qu'on va avoir une montée en puissance qui ne sera pas aussi rapide qu'on le croit. Elle sera probablement assez lente, mais quand même réelle, des travailleurs indépendants. Et ça posera évidemment une question qui est une question majeure que les politiques commencent juste à aborder, qui est la question de savoir comment accrocher les droits sociaux au travail. Est-ce qu'on doit les accrocher, comme c'est le cas aujourd'hui, au contrat de travail et puis au poste qu'on occupe, ou est-ce qu'on doit les accrocher à l'activité ? Alors, si c'est aux politiques de réguler, est-ce qu'un Emmanuel Macron peut incarner cette façon d'appréhender le monde qui vient ? Est-ce que, d'après vous, c'est une bonne idée quand on parle de dépasser le clivage gauche-droite ? C'est-à-dire que dépasser le clivage gauche-droite, c'est pas exactement comme ça qu'il faut dire les choses. Le clivage gauche-droite ne devrait plus porter, si on était dans un pays un peu plus évolué sur la question économique. Le clivage gauche-droite devrait continuer à exister, mais il devrait plus porter sur la production, mais sur la répartition des richesses. Donc, sur la production des richesses, les libéraux ont raison. C'est évident qu'il faut alléger les charges sur les entreprises. Ce sont les entreprises qui créent de la richesse, qui créent des emplois. Donc les libéraux ont raison. Après, sur la question du partage des richesses, le problème du salaire de Carlos Ghosn, par exemple, personnellement, je trouve ça scandaleux. Et donc, ce qui vous choque, c'est quoi ? C'est la rémunération ou la méthode, alors que les administrateurs avaient dit non ? La méthode est scandaleuse et la rémunération aussi. Franchement, pour qui il faut se prendre pour se payer à ce point-là ? Pour qui se prend ? C'est insupportable. Donc je pense que ça exaspère les gens et qu'ils ont raison d'être exaspérés. Parce qu'on n'est plus dans le même bateau, dans ce cas, on n'est plus dans le même monde. Et donc, à quoi ça rime de dire « je vaux 500 fois plus qu'un instituteur » ?
Enfin, c'est honteux. Pour l'instant, je soutiens Alain Juppé, mais c'est pas une question. Mais évidemment, d'abord, j'ai une question. Est-ce qu'on supprime la loi Najat Vallaud-Belkacem ou pas ? Et j'aimerais que Juppé s'engage sur le sujet, parce que pour l'instant, c'est pas clair. Et si on ne supprime pas cette loi, je ne voterai pour personne qui n'annonce pas publiquement qu'il supprime cette réforme du collège, qui est un véritable scandale, qui est une honte absolue. Luc Ferry, François Hollande multiplie les déplacements. Il est entré en campagne, visiblement. Il appartient à l'ancien monde. Il vous a semblé à l'écoute de ce nouveau monde de la révolution transhumaniste. Il est complètement à côté de la plaque, le malheureux. C'est pas un mauvais homme, mais il est complètement à côté de la plaque. Bon, à tous égards, sur l'école, il est à côté de la plaque. Sur l'économie, même sur sa loi El Khomri, il n'a même pas été capable de défendre cette loi. Et donc, Hollande, c'est pas un mauvais homme, mais c'est monsieur motion de synthèse. Donc, alors qu'on a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui fixe un cap, qui a une vision du monde, il n'a pas été au niveau. Il n'a pas été intéressé à ces sujets-là. Il n'a pas reçu. Non, je pense que chercheurs, apparemment, il y a une ministre des nouvelles technologies, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois qu'elle connaît les choses. Je pense que Macron connaît les choses. Je pense que je vous ai cité le cas de Poisson ou de Novelli, je ne vais pas citer des noms, ça n'a pas de sens. Mais je pense que ça se compte sur les doigts de la main, ceux qui voient que la troisième révolution industrielle dans notre univers politique et intellectuel est en train de bouleverser le monde. Je pèse mes mots. Ça va bouleverser le monde plus dans les 40 ans qui viennent que dans les 4000 ans qui précèdent. Vous comprenez le mouvement Nuit debout face à la peur diffuse de changement, non, arrêtez. Tout ça est monté par les médias, ces 300 personnes montées par les médias, ça n'a aucun sens. Donc on est vraiment dans une bulle médiatique qui ne va absolument nulle part. Il n'y a aucune idée derrière, il n'y a aucun projet derrière. Vous n'avez pas été vous balader là-bas, hein ? J'espère que non. Attends, franchement, je suis pas... Mon ami Finkielkraut n'aurait pas dû y mettre le nez. Est-ce que les professeurs méritent la prime que le gouvernement vient de décider pour eux, les 800 €? C'est tellement démagogique. Si on veut vraiment augmenter le salaire des professeurs, d'abord, je pense que les professeurs de collège sont beaucoup plus en difficulté que les professeurs d'école. Donc s'il y avait une revalorisation à faire plutôt de leur côté. Mais dans ce cas-là, faisons une revalorisation intelligente. C'est-à-dire, échangeons une augmentation du nombre d'heures contre une vraie augmentation de salaire. Parce que là, ça change les choses. Mais là, franchement... c'est se moquer du monde, c'est tellement la grosse ficelle électorale. On augmente la corporation qui vote pour vous juste avant les élections. On se fout du monde, c'est grotesque.